Salut à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de Black Myth Wukong. Épisode que je commence avec une chose que j'avais oublié de faire la dernière fois, à savoir un boss caché, puisqu'en fait c'est juste après le combat contre le noble Blanche-Robe, vous avez la possibilité de sonner une troisième cloche. Je crois pas que j'ai enregistré les deux premières, mais voilà, en fait il y avait un passage sur la gauche qui était assez énorme mais que je n'avais pas vu. Et il faut aller là-bas pour sonner la dernière cloche qui donne accès à une zone secrète. Et donc je suis de plus en plus convaincue par cette forme de transformation pour les groupes d'ennemis. Je trouve qu'elle fonctionne très très bien quand on est entouré par plusieurs ennemis. Bon, donc comme d'habitude, j'essaye d'explorer un peu partout, même si là en l'occurrence j'avais raté un énorme passage, mais du coup là j'ai essayé d'explorer un petit peu mieux au cas où. Mais bon, il n'y avait rien de très intéressant dans les environs immédiats. Et donc nous voici dans la zone secrète, qui est en fait, si je ne m'abuse, le même temple que celui où on a affronté le boss loup, mais dans une autre dimension temporelle, je crois. C'est pas toujours très simple de s'y retrouver, parce que j'ai pas lu le roman de la pérégrination, et je connais pas plus que ça la mythologie chinoise, donc des fois c'est un peu mystérieux. Dans cette petite zone préliminaire, il faut absolument aller voir ces différents cercueils, où il y a des objets un peu intéressants à récupérer dedans. Il n'y a pas grand chose à explorer, mais il faut bien faire le tour de cet arbre là, parce qu'il y a plusieurs coffres cercueils.阿弥陀佛，那3口红钟终于响了。徒儿们，又有外面的老爷们过来了，给我带新宝贝了。我看不见样貌，但我能闻到那股骚味儿。
回来了！定是你把那袈裟藏起来了，快还给我！ Voilà, donc un spectre similaire à celui que j'avais affronté dans le premier épisode. Donc il m'a fallu 2 essais. Le premier était complètement foiré. Vous allez voir que ça n'a pas été long. Voilà. Bon, là j'avoue que j'étais un peu fâchée. J'étais un petit peu mécontente de moi-même là. Je sais pas si j'étais pas concentrée ou quoi, mais... Donc voilà, on y retourne. Et alors curieusement, ce deuxième essai, c'est vraiment beaucoup mieux déroulé. Je sais pas pourquoi, je me suis losée comme ça sur le premier. Bon, je pense que c'est mon défaut habituel d'aborder les combats en étant un peu trop excitée et du coup je fais un peu n'importe quoi. Et là voilà, on y est. Voilà, en plus je connaissais déjà assez bien ces mouvements parce que j'avais passé plus d'1 heure à affronter l'autre spectre dans le premier épisode. Et au début, je croyais que ces petits serviteurs allaient aussi m'attaquer. En fait, j'ai l'impression qu'ils font pas grand-chose, quoi. Et un truc que j'avais pas remarqué, c'est que apparemment, là j'essaye de regarder sur la vidéo parce que j'avais pas du tout fait attention, quand on frappe ses serviteurs, ça nous fait regagner de la santé. Et donc là, voilà, il fait quand on l'amène à la moitié de sa santé, il fait ce truc là où il se met en lévitation, on ne peut plus le frapper. Et en fait, il y a ces serviteurs qui viennent pour le soigner. Et il m'a fallu quelques secondes, on va dire, pour comprendre ce qui se passait. Mais bon, même en allant les frapper, malheureusement, on ne peut pas l'empêcher de récupérer un peu de santé quand même, parce qu'il y en a beaucoup. Et donc voilà, en fait, le temps que j'abatte tous les serviteurs, il avait remis sa santé quasiment au max. Et donc c'est là que c'est vraiment bien pratique d'avoir affronté le premier spectre errant, parce que je pense que si celui-là avait été mon premier spectre, j'aurais mis plus de temps à comprendre ses mouvements, etc. Et ça m'aurait sûrement vraiment saoulé qu'il récupère sa santé. Alors que là, je ne l'ai pas trop mal vécu, on va dire, parce que je savais que voilà, j'arriverais à rebaisser sa santé assez vite, quoi. Je profite aussi de ces vidéos pour lire les sous-titres, parce que en fait quand je suis dans le combat je n'arrive pas à lire les sous-titres des dialogues parce que je suis trop concentrée sur autre chose, donc là le fait de les revoir ça me permet de regarder les répliques que j'avais ratées. Et donc lui en fait sa seule différence, j'ai l'impression, avec le premier spectre, le bleu, c'est que son attaque de déflagration n'a pas le même timing. C'est notamment en grande partie pour ça que j'avais raté ma première tentative. Mais donc voilà, ce combat n'était finalement pas trop difficile. 我今年270岁，空称了几百件袈裟，
怎么得有他这一剑？不！光之光芒，那袈裟我不要了，不要了！你们别烧，都别烧了！Ça, ce sera bien pratique dans un combat qui va venir plus tard dans cet épisode. 避火罩，当年大圣从广目天王那里借来的神器，居然还在这里。你想必是超度过那个人了。嗨，缘起缘落，只因多看一眼。天色不早。 Alors, si jamais vous ne comprenez rien à cette histoire, c'est assez intéressant d'aller lire le journal, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'éléments de contexte de ce qui se passe dans les cutscenes et dans les dialogues, dans le journal, l'espèce de codex qu'on peut consulter dans le menu. Donc là, on a quasiment fini la carte du chapitre 1, on est vraiment tout à la fin. Donc voilà, ça c'est la zone secrète qu'on vient de faire. Et donc il faut gravir la fin de cette montagne pour accéder au boss final du chapitre 1. Ah oui, alors cette montagne, elle m'a un peu saoulée parce que c'est là qu'on commence à avoir beaucoup d'archers. Je crois que dans les zones précédentes, on en avait rencontré qu'un seul. Et là, d'un coup, il y en a plein. Il y en a plein, et comme j'étais pas encore habituée, j'avais pas toujours forcément le réflexe d'utiliser mon bâton pour dévier les flèches. En plus, c'est des flèches enflammées parce que sinon, ce serait trop sympa. Et ouais, les archers, là, ils ont été pénibles sur ce chapitre, ils sont également très pénibles sur le chapitre 2. Voilà, je vous préviens. Ce qui est surtout très pénible avec eux, j'aime bien dire pénible, c'est que quand on se prend une flèche, on a un moment de choc, en fait, d'immobilisation qui fait qu'on ne peut plus trop esquiver. Et du coup, on se prend les suivantes. Et donc oui, là on a notre guide spirituel qui nous conseille d'utiliser le sort de mirage, mais comme je ne fais pas très attention, je n'ai pas compris l'intérêt du sort de mirage, mais effectivement il est très pratique parce qu'il permet de devenir invisible aux archers pendant un temps et d'échapper aux flèches quand c'est nécessaire. Donc voilà, là ça y est, j'ai pensé à le mettre, mais par contre il se désactive dès qu'on frappe. Cette zone-là était un peu complexe. On sent là qu'on a vraiment franchi un cap au niveau des ennemis random dans la difficulté. Ça n'a plus rien à voir avec la première zone.
Ouais, cet archer sur le toit là, j'arrivais pas à l'atteindre. Enfin sur le toit, sur la terrasse. Et ouais, on a des flèches qui arrivent de toutes les directions. En plus, on est à moitié dans le vide, donc c'est pas hyper pratique comme terrain. J'ai failli y passer là quand même. Ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression que les ennemis sont vulnérables aux attaques de leurs compagnons. Je suis pas entièrement sûre, mais j'ai l'impression que quand un ennemi se prend une flèche, s'il se trouve sur la trajectoire, ça lui enlève aussi de la santé, ça le fait pas que à nous. Donc nous voici à l'hôtel qui précède le combat de boss final du chapitre 1.那家伙曾经对我说：“眼不见心不乱，寻常修为，入一切相，破一切相，方得自在。”可是他自己看到那些东西后，不也疯了吗？Donc ça y est, nous y voici, donc c'est le même personnage qu'on avait affronté un petit peu plus tôt, mais sous sa deuxième forme. Et donc d'où l'intérêt de la cape ignifuge qu'on a gagnée juste avant, puisque c'était un personnage de type feu. Alors lui, je l'ai pas eu du premier coup, hein. Il m'a fallu plusieurs essais. À la réflexion, j'ai pas le sentiment qu'il soit très difficile. Je pense que c'est juste moi qui manque d'expérience sur ce type de jeu, parce que j'ai le sentiment que ces attaques sont quand même relativement lentes. Je les timais pas correctement, mais là je pense que c'est vraiment lié à mon manque d'expérience, parce que quand je le regarde, j'ai pas l'impression qu'il soit si rapide que ça ou si terrible que ça.
Faut surtout faire attention de pas être en dessous, quoi. En fait, la difficulté, je dirais, c'est que il faut timer ses esquives assez tard par rapport à ses attaques. Parce qu'il y a un long moment de suspension, on va dire, avant qu'il tombe. Et moi, j'ai tendance à appuyer sur le bouton un peu comme une folle, même quand je sais qu'il faut que j'attende, je peux pas m'empêcher d'appuyer sur le bouton. Et c'est la raison pour laquelle je ratais beaucoup d'esquives, c'est que j'essayais de les faire beaucoup trop tôt. Je n'arrive pas encore à avoir la patience de me poser et d'attendre le bon moment. Alors la cape ignifuge, en fait c'est plus utile de l'utiliser vers la fin du combat. Parce que vers la fin du combat, il y a une phase où il y a beaucoup plus de flammes. Et en fait, l'utiliser au début, ça sert honnêtement pas à grand chose, je pense. Après une série d'attaques, il a tendance à s'éloigner pendant un moment, ce qui peut laisser un petit répit. Et par contre, il faut faire attention à ses charges parce que il charge quand même assez vite et assez fort. Donc voilà, c'est là qu'il y a les flammes qui se mettent à apparaître un peu partout sur le terrain et c'est là que la cape ignifuge devient vraiment utile. Sauf que du coup je l'avais déjà utilisée, je l'ai utilisée un petit peu trop tôt au début, mais je pense qu'il faut attendre cette phase-là du combat pour la prendre.
qui est perturbant, je trouve, dans ce combat, c'est que, en fait, c'est comme ce que je disais la dernière fois sur le combat de sa première phase, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'écran. Et j'avoue que des fois, j'étais un peu submergée, quoi, visuellement. Ah oui, alors ça c'était tellement absurde. Je l'ai immobilisé en l'air et du coup je ne pouvais pas l'atteindre pour le frapper. Erreur à ne pas commettre. Donc on peut lui infliger l'état de brûlure quand même si c'est un personnage de type feu. C'est bon à savoir. Voilà, donc là j'ai utilisé la cape au bon moment. En fait, ces attaques sont tellement impressionnantes et spectaculaires quand il y a les flammes qui se rajoutent par-dessus que je pense qu'il y avait un côté des fois où ça m'effrayait un peu. Espèce de boule de feu volante, en fait je crois qu'on peut l'arrêter avec le sort d'immobilisation. Enfin il me semble que quand on fait le sort d'immobilisation, quand il est sous cette forme brumeuse, ça l'oblige à repasser à sa forme d'ours. Mais bon, malheureusement je n'ai pas utilisé ça à très bon escient, j'utilisais souvent l'immobilisation quand il était sous sa forme d'ours. Et du coup après je ne l'avais plus disponible au bon moment. Ah, c'est le moment où tu rushes comme un malade juste pour le finir.
Et donc voilà, si je ne m'abuse, c'était le 5e essai.小泼墨有点手段，今日本大王先不与你纠缠。此番不同往昔，无人与你助力。待我取走这宝贝，哪里不能重建宝刹？大圣，哦不，小圣，小圣饶命，小圣饶命！我也是被那天庭胁迫，若非身不由己，好端端的，谁敢对那闹天宫的瘟神动手啊？不怪说的倒不假，借再多的胆子，他也绝技不敢自己谋害大圣。这幕后指使定然另有其人。况且这玩意儿邪乎得很，得来后根本不知如何炼化，只好高高供在上面，偶尔骗些小妖怪朝拜敛财而已。若小圣饶我这一次，我自当回到南海负荆请罪，重戴金箍，从此不再离开普陀半步。别听他掰扯，小猴子，赶紧先把大圣的遗物取回来看看。Et donc là, tout autre chose.百卷情，千般缘，色与空，弹指间。轮回路，有万次劫，求不得，闭上眼，一生功名忙如烟，浮沉落花断不绝。涅槃究竟寻常事，有情处不远。Il y a un côté très studio Ghibli, je trouve, dans le style et dans la musique. 心中念，现世报，却方便。修行路，无名情，幡动时，莫等闲。一生功名情如烟，最后人。
见。师傅，徒弟还是想不明白，出家人尘缘已断，心海尽干，长老他为何偏偏放不下一件衣裳？若不披上这件衣裳，众生又怎知我尘缘已断，心海尽干？ C'était vraiment intéressant ce passage d'animation, je m'y attendais pas du tout. 千重水，万重山，过了黑风第一关。红中响，狼蛇藏，烈火熊熊双目盲。小妖打得费劲，大怪更是仓皇。如此笨拙痴蠢，如何见得真章？螳螂捕蝉，黄雀在后。黄雀是谁？我看不到。蝉与螳螂，倒是遍地乱跑。Donc si je ne m'abuse, il y a 6 reliques à récupérer et donc 6 chapitres dans le jeu. Et je crois que les chapitres deviennent de plus en plus grands à mesure qu'on avance. Et donc ça aussi c'était très intéressant, on a cette tapisserie qu'on peut observer à la fin du chapitre et en fait on peut zoomer dedans pour avoir des explications, des sortes de mini-récits qui parlent des personnages principaux qu'on a vaincus au cours du chapitre. 那和尚乃金蝉子转生，是西方如来佛祖座下第2个徒弟，因听经不专，轻慢佛法，被如来贬落凡尘。夜被火烧是他取经之路的第11难，后面还有70难呢。 Alors un truc que j'ai pas bien compris, c'est la différence entre Jinshi et l'ours. 要说地上什么神仙最多，那便是土地了。官职虽小，人间的事却无所不晓。可别怠慢喽，谁知他们背后又是哪位高人？ J'ai l'impression que ce sont 2 personnages différents, mais dans la petite séquence d'animation, on a l'impression qu'ils sont fusionnés, donc j'ai pas bien compris cet aspect-là. 好好的守山大神不做，又跑回黑风山做长生的美梦。可惜空有贼心，却无贼胆，骗得了小妖，骗不过自己。他的命，自带上禁箍之时，便已注定。
一介凡夫，270岁还不知足，偏要图那一件袈裟。参禅100年，不敌贪心一瞬，到头来成了个孤魂野鬼，可悲，可悲。Donc là, Jinchi, c'est le spectre doré qu'on a affronté. Et puis de l'autre côté, on a l'ours noir. Mais en fait, j'ai pas trop compris quel est le lien entre les deux. Est-ce que l'âme de l'ours noir vivait dans Jinchi d'une certaine façon, ou est-ce que c'était juste qu'ils étaient à côté? Enfin, je ne sais pas trop.